Bonjour à tous, bonjour Lucas. Je crois que Bonjour nous à sommes tous. en direct. Il y a déjà beaucoup de personnes connectées. Est-ce que déjà, première question, vous nous entendez bien et vous pouvez directement interagir sur le chat pour nous rassurer? Je vois que le chat est déjà actif. Bonjour Kylian, bonjour à tous et bienvenue à cette masterclass Réussir son investissement dans les énergies renouvelables. Et je suis en direct avec du coup Lucas. Et si Lucas, tu veux te présenter, et après je me Yes. présenterai aussi peut-être pour rappel pour ceux qui me connaissent pas. Bonjour Meryl, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler des énergies renouvelables. Donc de mon côté, Lucas Veuillet, je suis responsable des investissements dans les énergies renouvelables chez Lita. Et ça fait 5 ans que je travaille dans les énergies renouvelables. D'abord chez Voltalia, un producteur d'énergie renouvelable indépendant, et surtout chez Total Énergie Renouvelable, toujours dans des fonctions d'investissement, d'abord en France, puis après à l'échelle mondiale. Donc vous l'aurez compris, du coup, merci Lucas pour cette présentation. On a avec Lucas recruté un expert dans les énergies renouvelables pour justement soutenir le développement de l'investissement de ces énergies renouvelables sur l'ITA. Donc c'est une vraie volonté de développer cette offre chez l'ITA qui historiquement était plutôt sur de l'opportunisme plutôt qu'une vraie stratégie d'investissement. Et cette masterclass du coup marque le coup de cette volonté de davantage investir et de vous proposer des investissements dans cette poche qui nous semble très pertinente. Et on va essayer de décrypter ça ensemble pendant une heure et demie. Ça va dépendre aussi si vous êtes actif et vous avez beaucoup de questions. Je pense que c'est un secteur qui pose beaucoup de questions, donc on va essayer de vous y répondre, enfin vous répondre avec Lucas. N'hésitez pas vraiment à déjà poser vos questions dans l'onglet questions. Donc on va parler d'investissement, on va parler d'énergie renouvelable. Peut-être pour vous donner une idée du plan, on va d'abord déjà vous présenter ce que sont les énergies renouvelables et cet acronyme un petit peu barbare ENR que vous allez souvent voir sur l'ITA. Je vous ai présenté le secteur et la réglementation qui sont vraiment des points clés pour déjà vous donner une bonne visibilité. On voulait aussi vous présenter déjà le portefeuille existant. Hein. On a financé déjà des entreprises d'énergie renouvelable par opportunisme, c'est ce que je disais. Et déjà vous présenter ces entreprises et ces performances. Peut-être vous donner un comparable sur le secteur du financement participatif sur le segment énergie renouvelable pour vous donner aussi le moyen de comparaison et d'avoir aussi cet historique. Et enfin, on présentera les opportunités du moment sur l'ITA. Je vois qu'en attendant, il y a beaucoup de personnes qui se sont connectées et peut-être pour faciliter cette masterclass, on vous invite vraiment à poser vos questions dans l'onglet questions et pas dans le chat pour qu'on puisse avoir l'historique. Et donc à l'issue de la présentation qu'on a essayé de faire vraiment synthétique, ce temps d'échange et de questions sera traité, donc n'hésitez pas à déjà les poser. Vous êtes pour certains des historiques de l'ITA, d'autres des nouveaux. On est obligé de passer au moins une slide pour vous rappeler un petit peu les missions principales de l'ITA. Et après, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On vous promet avec Lucas, mais peut-être juste pour vous donner une idée de nos missions principales et notre singularité et surtout notre stratégie à l'ITA et notre mission principale. On se veut vraiment d'être une place de marché non cotée, de vous proposer des investissements sur le non coté dans différents segments, mais principalement, enfin exclusivement dans l'impact, donc dans des entreprises qui répondent à des enjeux sociétaux et environnementaux. Et à ce titre, on a fait le choix de la diversité en termes de secteurs dans l'impact, toujours, mais aussi en termes d'actifs et notamment avec des entreprises avec des risques et des maturités différentes. Donc dans cette volonté de vous proposer vraiment une place de marché, on a différentes offres et c'est aussi pourquoi aujourd'hui on a envie de développer cette offre énergie renouvelable pour continuer à vous proposer du coup de la diversité et permettre à chacun et tous les profils d'investisseurs de s'y retrouver, que ceux qui veulent prendre du risque puissent prendre du risque, que ceux qui veulent être plus dans la sécurité puissent investir plus avec des risques limités, que ceux qui souhaitent investir dans le social puissent le faire, que ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier responsable puissent le faire, ou d'autres dans les énergies renouvelables, etc. Qu'on puisse s'adresser vraiment à une hétérogénéité d'investisseurs qui ont tous en commun cette volonté d'investir dans l'impact et dans la résolution d'enjeux sociétaux et environnementaux.
Donc voilà, ça c'est vraiment un rappel et l'investissement dans ces énergies renouvelables s'inscrit totalement là-dessus. Ce qui est important aussi, et c'est pourquoi on a voulu aussi que vous puissiez interagir avec Lucas, c'est qu'on a vraiment mis à cœur notre volonté d'analyser en profondeur les entreprises qu'on va vous présenter sur la plateforme. Et Lucas est dans une équipe complète, spécialisée chacun dans des secteurs. Donc Lucas est l'expert énergie renouvelable chez Lita. Donc l'analyse de chacun des dossiers et le suivi a posteriori est vraiment une des clés. Donc l'équipe de Lucas, ils sont 14, chacun, donc ce que je disais, spécialisé. Et c'est vraiment ce qui marque notre ADN et notre volonté aussi de vous proposer, en tout cas, les meilleurs dossiers et surtout la meilleure analyse. Et maintenant, je vous arrête de vous embêter, surtout pour ceux qui nous connaissent bien. Et je vais laisser Lucas déjà vous présenter le secteur et les énergies renouvelables. Très bien, c'est parti. Merci beaucoup Meryl. Donc si on repart de la base, ce qu'on entend par les énergies renouvelables. Si on prend la définition de l'ONU, donc les énergies non renouvelables, ce sont des énergies provenant de sources naturelles qui se renouvellent à un rythme supérieur à celui de leur consommation. Ce sont donc des énergies dont la source est inépuisable et ce que l'on peut comparer aux énergies fossiles qui mettent plusieurs milliers ou millions d'années à se renouveler. Donc les principales énergies renouvelables, les plus connues sont le solaire, l'éolien, l'hydraulique, la géothermie, c'est-à-dire la chaleur terrestre, et la biomasse, donc les matières organiques. La principale différence entre les énergies renouvelables et les énergies fossiles, en plus de cette source inépuisable, c'est le fait que les énergies renouvelables sont très peu émettrices ou pas émettrices du tout d'émissions de gaz à effet de serre lorsqu'on les produit ou lorsqu'on les extrait. Contrairement aux énergies fossiles qui sont très émettrices, à l'exception près du nucléaire, qui est donc de l'uranium, qui est une énergie fossile, mais qui est bas carbone. Donc chez Lita, nous n'allons pas forcément même si nous sommes assez ouverts aux différentes énergies, nous allons surtout nous concentrer sur 3 segments. La production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Donc là, il y aura du solaire, de l'éolien, voire de l'hydraulique. Lorsqu'on parle de l'hydraulique, donc ce sont des barrages. On ne parle pas forcément des très gros barrages que vous pouvez imaginer à la montagne. Donc on appelle les barrages de concession et de retenue d'eau. Mais on va surtout, nous, s'intéresser à des plus petits barrages qui sont des barrages qu'on appelle au fil de l'eau, c'est-à-dire sur des rivières, des fleuves, un peu type moulin pour caricaturer. Ensuite, il y a le biogaz, c'est-à-dire le gaz produit à partir de matières organiques, par exemple les déchets. Et enfin, une troisième, on va dire une troisième branche, qui est une branche assez nouvelle auquel on tient, qui est l'hydrogène vert, c'est-à-dire l'hydrogène produit à partir d'électricité d'origine renouvelable. Voilà un peu en gros ce qu'on entend par énergie renouvelable. Donc maintenant, si on s'intéresse au secteur des énergies renouvelables en France, savoir où on en est aujourd'hui. Donc peut-être juste une petite, pour ceux qui connaissent déjà, c'est juste un rappel. Pour ceux qui connaissent pas très bien le secteur de l'énergie, juste un rappel sur les unités. Parce je vais potentiellement beaucoup les utiliser, donc au moins j'aurais fait le rappel au début. Je Donc il y pense a que c'est utile. très T'as bien. raison. Il y a 2 unités, on va dire principales dans le monde des énergies de l'énergie. Il y a beaucoup d'unités, mais là, on va en utiliser 2. Il y a le watt et le watts-heure. Donc le watt, c'est la puissance. Souvent, là, vous allez entendre parler peut-être de mégawatts, de gigawatts. Donc c'est quelle est la puissance d'une centrale. Et vous avez le wattheure ou le mégawattheure, le gigawattheure, c'est la quantité d'énergie produite. Si je prends l'exemple, souvent j'ai appris comme ça, donc c'est pour ça que je vous je vous le redonne. Si on prend l'exemple d'un robinet, le mégawatt, ce sera la puissance du jet d'eau. Si on prend le mégawattheure, c'est la quantité d'eau produite par ce robinet. Voilà en gros. Et donc pour vous essayer de donner la liaison entre les deux, une centrale qui fait 1 mégawatt à pleine puissance va donc produire 1 mégawattheure en 1 heure. Ayant dit cela, aujourd'hui en France, enfin en tout cas en 2023 en France, on a produit 495 TWh. Parmi, sur ces 495 TWh, 65% ont été produits par du nucléaire et 25%, 26% pour être précis, ont été produits par des énergies renouvelables, principalement de l'hydraulique, les fameux barrages,
des éoliennes et le solaire qui a disparu du graphe, mais qui est en gros à peu près à 4%. Et on peut voir qu'on est en assez forte augmentation sur les énergies renouvelables, notamment sur l'éolien et le solaire. C'est-à-dire que l'éolien, on a eu à peu près plus 30% entre 2022 et 2023, et le solaire environ 15%. Donc on voit qu'aujourd'hui, notre mix électrique est assez décarboné, puisqu'on a beaucoup de nucléaire et on commence à avoir pas mal d'énergie renouvelable, même si on a encore 10% de fossiles. En revanche, et ça on en reviendra après, si on regarde le mix énergétique, c'est-à-dire que si on ne s'intéresse pas qu'à l'électricité, mais à toutes les sources d'énergie, aujourd'hui on a encore entre un peu plus de 50% de notre énergie qui vient d'énergie fossile. Et donc c'est là où c'est important de changer les choses, et c'est de passer de ces énergies fossiles à des énergies bas carbone et notamment renouvelables. Voilà. Donc, cette augmentation des énergies de la part des énergies renouvelables, elle vient avant tout d'un soutien fort des pouvoirs publics à la filière énergie renouvelable depuis des années. En effet, depuis la COP de Paris, donc la fameuse signature des accords de Paris, on a un objectif à l'échelle nationale de neutralité carbone d'ici 2050. Donc pour ça, il y a plusieurs politiques qui ont été mises en place. Il y a 2 politiques à l'échelle nationale principales, qui sont la stratégie nationale bas carbone et la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc vous voyez souvent dans les médias potentiellement SNBC ou PPE. Et là, on l'a vu d'ailleurs récemment, il y a une confirmation des objectifs de ces 2 politiques par le gouvernement. Bon, malgré l'instabilité, on va dire ministérielle et gouvernementale, il y a bien une confirmation des objectifs, et notamment les objectifs, c'est d'avoir 60% des énergies décarbonées en 2030. Donc énergie décarbonée, pas que l'électricité, aussi tout type d'énergie. Et aussi une forte augmentation de la capacité installée de panneaux solaires d'ici à 2030 à 60 gigawatts. Aujourd'hui, pour information, on est à peu près à 19-20 gigawatts de solaire, donc 10 fois 3 d'ici 2030. De plus, pour atteindre la neutralité carbone en 2050, le gestionnaire de réseau RTE, donc en gros RTE, c'est la filiale d'EDF qui gère, pour caricaturer, les lignes haute tension, mais qui en gros gère la stabilité du réseau électrique en France, a mis en évidence plusieurs scénarios de mix électrique. C'est-à-dire plusieurs façons de développer les différentes technologies qui produisent de l'électricité pour pouvoir être neutre en carbone à 2050. On ne va pas vous présenter tous les scénarios, mais on va vous présenter les 2 extrêmes, soit le scénario avec le plus de nucléaire, donc le moins d'énergie renouvelable, c'est-à-dire qu'à 2050, on aurait encore 50% de notre production électrique qui viendrait des centrales nucléaires. Et malgré cela, on a une très forte augmentation des énergies renouvelables à installer, donc x3 à peu près, enfin plus de x3 pour le solaire et à peu près x3 pour l'éolien. Et si on prend le scénario à l'opposé, qui est le scénario avec le plus d'énergie renouvelable, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus de nucléaire à partir de 2050, alors là, on a une explosion du solaire et une explosion de l'éolien. Donc 208 gigawatts de solaire, c'est-à-dire à peu près x10 par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, et 136 gigawatts d'éolien. J'ai plus le chiffre en tête exactement de l'éolien aujourd'hui, mais c'est une très grosse augmentation. Voilà sur à peu près la dynamique, on va dire, à l'échelle nationale des énergies renouvelables. C'est en croissance, ça s'inscrit dans un mix électrique qui est aujourd'hui assez décarboné, et il y a un fort soutien de l'État, ce qui est assez important d'ailleurs pour pouvoir investir dans les énergies renouvelables, de savoir qu'on a un fort soutien de l'appareil étatique. Donc, vous ayant montré, on va dire, l'image du renouvelable aujourd'hui, juste vous faire une présentation des acteurs, parce que c'est aussi important de comprendre après pourquoi est-ce qu'on investit dans les énergies renouvelables. Donc là, aujourd'hui, on vous parle donc du secteur des énergies renouvelables. Et je pense juste qu'il est important de bien faire la différence entre l'industrie de production de l'électricité, ce dont on parle aujourd'hui, et la fourniture d'électricité. C'est-à-dire que ce dont on vous parle aujourd'hui, les acteurs dont on vous parle aujourd'hui, ce ne sont pas les acteurs qui vont vous distribuer à vous, particuliers, l'électricité. C'est vraiment 2 business différents. Certains acteurs font les 2. Par exemple, EDF va à la fois produire de l'électricité et fournir à des particuliers l'électricité, mais ça reste 2 industries assez différentes, et aujourd'hui, on va s'intéresser à la production d'électricité. Bien entendu, si vous avez des questions sur la fourniture, c'est un peu moins mon domaine, mais j'essaierai d'y répondre. Donc, sur cette production d'électricité, les acteurs principaux, évidemment, ce sont les producteurs. Donc, ce sont les entreprises qui développent, construisent et exploitent des centrales d'énergie renouvelable.
donc soit des centrales solaires, des panneaux solaires, soit des centrales éoliennes, un ensemble d'éoliennes, soit des centrales hydrauliques. On peut, si on sans rentrer dans le détail, distinguer deux principaux producteurs, les énergéticiens classiques, donc qui sont depuis des décennies dans le monde de l'énergie et qui ne font pas que des énergies renouvelables, EDF, Engie, Total Energy pour les Français. Il y a aussi des énergéticiens étrangers et ce que nous on en appelle, généralement producteurs indépendants, d'énergie renouvelable. Ce sont donc des acteurs qui n'appartiennent pas à un État ou pas à un gros énergéticien et qui ne produisent aujourd'hui que des énergies renouvelables. Il y a aussi des entreprises qui s'occupent du réseau électrique, donc j'ai déjà parlé d'RTE, il y a Enedis, donc ce sont des filiales d'EDF qui s'occupent de la on va dire du transport de l'électricité. Donc RTE, c'est sur les lignes, haute tension, Enedis, c'est l'entreprise qui va gérer le transport de l'électricité de la centrale au réseau national, ensuite géré par RTE. Vous avez les financeurs, donc parmi les financeurs, il y a l'ITA, plateforme de financement participatif. Les principaux financeurs, ce sont les banques, les fonds et les fonds d'investissement. Et enfin, un dernier point, il y a plein d'autres acteurs, hein, mais un dernier acteur important pour nous aujourd'hui, c'est la Commission de régulation de l'énergie. Donc c'est en gros l'autorité indépendante qui est en charge du bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz en France. Et donc on va très vite revenir sur la Commission de régulation de l'énergie en vous expliquant un peu le business model des producteurs. Comment est-ce qu'un producteur d'énergie renouvelable gagne de l'argent? C'est assez simple, il vend son électricité via des contrats d'achat d'électricité, ou en anglais on appelle ça PPA, donc vous pouvez souvent voir le mot PPA, donc Power Purchase Agreement, qui veut dire en français contrat d'achat d'électricité. On va dire qu'il y a pour simplifier, il y a trois grands types de contrats. Le premier contrat d'achat, il est avec EDF. C'est la majorité aujourd'hui des acteurs des énergies renouvelables vendent l'électricité à EDF, qui ensuite se charge de revendre l'électricité à d'autres acteurs. Donc la façon d'obtenir un contrat avec EDF, il y a deux façons. Il y a la première façon, c'est ce qu'on appelle les guichets ouverts. En gros, la CRE et EDF vont définir un cahier des charges. Et si vous, en tant que producteur d'électricité renouvelable, vous avez une centrale qui répond à ce cahier des charges, vous obtenez automatiquement un contrat d'achat qui dure 10 à 20 ans à un prix d'électricité qui est défini. La deuxième façon, et ça EDF l'a lancé dans un second temps, pour avoir une électricité renouvelable plus compétitive, c'est des appels d'offres, qu'on appelle aujourd'hui des appels d'offres creux, c'est-à-dire qu'ils sont organisés par la CRE. Donc la CRE, en gros, va définir une capacité totale qu'elle va mettre en appel d'offres. Par exemple, cette année, récemment, il y a eu 900 mégawatts qui sont mis en appel d'offres. Pour vous donner un autre ordre de grandeur, 900 mégawatts, c'est à peu près la capacité d'un réacteur nucléaire, grosso modo. Donc il y a 900 mégawatts qui sont mis en jeu et chaque producteur ENR va candidater à l'appel d'offres, va donc remplir un cahier des charges et va notamment dire: «Bah, moi j'ai une centrale ou plusieurs centrales qui vont représenter par exemple 10 mégawatts et je veux que vous achetiez mon électricité à un certain niveau de prix». Et donc les offres les mieux disantes, les mieux notées, vont obtenir un contrat d'achat d'électricité sur 20 ans avec un prix défini. Donc ça, pour nous, c'est très important parce que ça va venir et vraiment réduire le risque des énergies renouvelables. En effet, vous vous retrouvez avec une centrale, éolienne ou solaire qui a déjà un contrat de 20 ans à un prix défini, avec une contrepartie qui est EDF, donc qui est l'État français. Donc en gros, vous avez une extrêmement bonne visibilité sur vos futurs revenus pendant 20 ans, ce qui vient réduire le risque. La spécificité des appels d'offres creux qui nous concerne particulièrement, c'est qu'il y a un bonus dans la notation, il y a un bonus pour le financement participatif. En effet, l'État a voulu intéresser les citoyens au développement des énergies renouvelables, qui sont des énergies très localisées, très territoriales. Et donc, les producteurs ENR sont encouragés à mettre du financement participatif. En gros, il y a une règle qui stipule que si 10% des coûts de construction sont financés par des citoyens qui habitent dans le département de la centrale ou le département limitrophe, alors vous aurez un bonus sur votre notation. C'est pour ça que le financement participatif est déjà bien développé dans le secteur des ENR.
Voilà sur le premier contrat. Le deuxième contrat, on va aller plus vite parce qu'il nous concerne, potentiellement un peu moins. C'est ce qu'on appelle les CPPA. Donc en gros, c'est des contrats d'achat d'électricité privés entre un producteur d'énergie renouvelable et une entreprise qui consomme beaucoup d'électricité, qu'on appelle électro-intensive. Donc les exemples types en France, c'est la SNCF, c'est Orange, c'est Amazon, c'est Microsoft, enfin toutes les entreprises avec une grosse consommation que vous pouvez, imaginer. Et enfin, le troisième point, qui nous concerne encore moins, certains producteurs vont vendre une partie de leur électricité directement sur le marché de l'électricité. C'est-à-dire qu'il y a un marché de l'électricité, une bourse, vous avez des très fortes fluctuations de prix, soit très haut, soit très bas, et parfois stable. Et donc, vous pouvez décider, pour gagner, pour prendre une forme de risque et gagner potentiellement beaucoup d'argent, de vous exposer, pardon, aux fluctuations du marché de l'électricité. Il y a très peu d'acteurs ENR qui le font. Généralement, c'est des très gros acteurs qui font en fait du trading par ailleurs. Et donc nous aujourd'hui, c'est pas du tout ce type de business model qu'on va viser. On va viser en premier et dans la majorité des cas le premier business model, le contrat d'achat avec EDF, et dans une moindre mesure, le deuxième, ce qu'on appelle les corporate PPA. Voilà, à peu près une présentation, alors exhaustive, c'est peut-être pas le mot, mais qui j'espère aura couvert une partie des questions que vous pourriez avoir sur les ENR. Donc maintenant qu'on a dit ça, pourquoi est-ce qu'on investit dans les énergies renouvelables? Je pense qu'il y a 3, il y a plein de raisons, mais il y a 3 raisons principales. La première, c'est l'impact. Dans la thèse de l'ITA qui, depuis 10 ans, veut soutenir des entreprises à impact, on considère que les énergies renouvelables ont complètement leur place. On va prendre un rapport, le rapport du GIEC, qui doit être le 6e rapport du GIEC de 2023, a défini le déploiement des énergies renouvelables, notamment le solaire et l'éolien, comme une des mesures les plus efficaces pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est-à-dire efficace que ce soit en termes de volume et que ce soit en termes de faisabilité et de déploiement rapide. Donc partant de ce constat-là, on considère qu'il est très important que les citoyens financent les énergies renouvelables et qu'on permette de développer les énergies renouvelables, avec 2 grands axes. Premier axe, c'est la réduction des émissions carbone liées à la production d'électricité. Donc, comme on a vu en début de présentation, il y a aujourd'hui 10% à peu près de notre mix électrique qui vient d'énergie fossile. Le but est de le réduire au maximum. Et le deuxième axe, qui est peut-être l'axe le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup d'énergie fossile dans le secteur des transports et dans le secteur de l'industrie. Le secteur des transports, c'est à peu près 30% de nos émissions carbone en France, et le secteur de l'industrie, selon comment on calcule, entre 20 et 30%. Donc l'idée, c'est de dire, aujourd'hui, on veut réduire l'utilisation d'énergie fossile dans ces 2 secteurs, donc on doit électrifier ces 2 secteurs. Et pour cela, on a besoin du déploiement des énergies renouvelables pour faire face à une demande croissante d'électricité. L'exemple, je pense, le plus connu, avec tous les débats qu'il peut y avoir autour, c'est la voiture électrique. Il y aurait d'autres applications, typiquement dans les procédés industriels où on pourrait utiliser de l'électricité et surtout de l'hydrogène vert, on verra plus tard, en remplacement d'énergie fossile. Voilà sur le point impact. Sur le point diminution du prix de l'énergie. Ça, c'est un point qu'on n'entend pas souvent, ou peut-être en tout cas pas assez à mon goût, mais il est important de noter, et chez l'ITA, on veut vraiment insister sur ce point. Les énergies renouvelables aujourd'hui sont des énergies qui sont rentables économiquement. C'est-à-dire que le coût de production d'un mégawattheure électrique est le moins cher sur l'électricité solaire et sur l'électricité éolienne comparé aux autres technologies, le gaz, le charbon, le nucléaire. Donc pouvoir développer des ENR, ça permet d'avoir une électricité bon marché. Et enfin, le dernier point qui vous concerne directement, c'est la diversification de l'investissement et la réduction du risque. En effet, ce que l'on pense pouvoir vous proposer sur les énergies renouvelables chez l'ITA, c'est d'avoir accès à donc un nouveau secteur, même s'il y avait déjà eu des opportunités, mais surtout, et qui est un secteur mature et en même temps en croissance, mais surtout un nouveau type d'entreprises qui sont potentiellement des entreprises de taille plus importante, avec plusieurs centaines d'employés, un chiffre d'affaires déjà bien établi, donc des entreprises peut-être un peu plus matures. C'est vraiment l'exemple, et on en parlera à la fin, l'exemple de CVE et l'exemple de Life.
Et surtout, on a une réduction du risque. En effet, aujourd'hui, les ENR font partie de la catégorie des actifs qu'on appelle les actifs infrastructures. C'est-à-dire que ce sont des actifs qui demandent un fort investissement au début, donc un fort besoin d'argent au début, et c'est là que vous intervenez, pour construire les centrales. Mais ensuite, par contre, on a une excellente visibilité sur les futurs revenus, et on a une confiance forte de pouvoir avoir ces revenus, puisqu'on a des contrats, comme on a vu, de 20 ans, avec comme contrepartie EDF, donc l'État français. Donc en gros, une fois que l'on a construit, une fois qu'on a mis notre argent, qu'on a investi notre argent, on se retrouve avec des flux de trésorerie qui sont assez sûrs. Donc évidemment, le risque zéro n'existe pas, mais il y a une vraie réduction du risque dans le business model structurel des énergies renouvelables. Et peut-être pour illustrer ça, du coup, ça nous amène à la seconde partie. On voulait vous présenter en tout cas le portefeuille existant de l'ITA. Alors, il n'y a pas, dans les entreprises qu'on a financées, il n'y avait pas de contrat d'achat creux. Mais en tout cas, ça vous donne déjà une bonne visibilité. Et ensuite, on vous présentera aussi les performances du crowdfunding ENR dans sa globalité pour justement illustrer ce que vient de dire Lucas sur la baisse du risque sur ce type d'investissement. Donc voilà. Donc juste pour peut-être vous resituer, nous, ce qu'on va présenter en opportunité sur l'ITA et ce qui est la majorité des financements, tu confirmes, Lucas, dans les énergies renouvelables, c'est des produits de dette, donc des obligations qui sont émises par ces producteurs ou ces différents acteurs, donc à distinguer des 3 autres produits d'investissement sur l'ITA qui sont l'action, les parts sociales et les titres participatifs. Donc ça sera des obligations avec un taux d'intérêt défini et une durée définie, ce qui vous donne aussi de la visibilité sur le rendement de futur. Donc pour vous donner une idée des principaux projets qu'on a financés, on a financé notamment Enerpact qui s'occupe des centrales solaires, en tout cas des panneaux solaires qui sont installés chez les agriculteurs. Donc on a fait plusieurs opérations avec eux, dont une qui est en sortie positive aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a remboursé, quand vous voyez sortie positive, c'est qu'on a remboursé l'intégralité du capital qui a été investi par les investisseurs et on a remboursé aussi l'intégralité des intérêts. On a aussi financé du coup Ecotexeram qui s'occupait de récupérer la chaleur perdue des fours industriels. On a financé notamment Trion qui est de la méthanisation que présentait plus tôt Lucas. On a financé Enercop qui est un producteur et distributeur, du coup c'est bien les deux. Enercop fait les deux. Enercop est un bon exemple d'acteur qui fait les deux. Ou Ciel et Terre encore qui fait aussi du solaire mais flottant. Donc dans toutes ces entreprises qu'on a financées, on a déjà 4 sorties positives. Donc là, on vous a résumé un petit peu les performances. Donc on a fait en tout 17 levées de fonds. Certaines entreprises, on a levé plusieurs fois pour elles. On a collecté en tout 14 millions d'euros sur cette poche, mais avec vraiment une volonté d'augmenter significativement ce montant de collecte. Et pourquoi pas dès l'année prochaine de le faire en une seule année. Ce serait top. La durée moyenne, en tout cas jusqu'alors, elle est autour de 3,80, donc on a arrondi à 4 ans. Et le taux d'intérêt moyen, il est à 6,82%. Il est en forte augmentation globale sur le marché, on vous présentera après. Et il est aussi en augmentation sur l'ITA avec le suivi des taux de marché. Donc voilà, historiquement, il était plus bas. Là, aujourd'hui, il est autour de 6 à 7. Peut-être que demain, il augmentera encore un petit peu. Et surtout, c'est ce qui est important, c'est que pour le moment, sur toutes ces opérations, on a un taux de défaut de 0%. Et comme je disais précédemment, on a des sorties positives. On en a 4 aujourd'hui. Et peut-être, voilà, pour vous donner une grille de lecture du crowdfunding ENR, donc il y a une étude qui sort tous les ans de l'association qui gère les acteurs du crowdfunding, qui donne une étude spécifiquement sur l'énergie renouvelable, qui est vraiment un secteur qui est très développé dans le financement participatif, comme l'expliquait Lucas, notamment avec les contrats creux qui incitent fortement les citoyens à participer à ces financements. Et donc on le voit depuis sur l'année 2023 en tout cas, c'est le solaire qui est très fortement
financé, qui répond justement aux enjeux et aux caps qui ont été fixés aux accords de Paris sur développer principalement et plus fortement le solaire qui était historiquement moins développé. L'éolien est toujours bien représenté, donc on parle à la fois en termes de montant de collecte, mais aussi en termes de mégawatts générés par ces investissements. Donc voilà sur cette partie-là. Peut-être que ce qui va vous intéresser plus fortement et plus spécifiquement, c'est les performances par rapport au taux de défaut. Donc vous le voyez que les pertes définitives sur le secteur des énergies renouvelables sur l'année 2023, il est autour de 0,2% et entre 0 et 2%. Et il a toujours été constant entre 0 et 2%, donc il est nettement plus faible que d'autres segments financés par le financement participatif. Et donc nous, ça vient vraiment renforcer la pertinence pour du coup l'ITA de renforcer cette poche d'investissement dans une logique vraiment de diversification de votre portefeuille, où vous aurez la possibilité d'investir dans quelques entreprises plus risquées et d'aller consolider avec notamment des opportunités dans les énergies renouvelables. Un chiffre qui est important, c'est qu'il y a eu 173 projets qui ont été remboursés en 2023 par les acteurs du crowdfunding UNR pour un montant de plus de 88,10 millions d'euros. Donc voilà, ça collecte bien, ça rembourse bien, les intérêts sont intéressants. Et le taux moyen aujourd'hui sur 2023, il est à 6,6%. Donc vous voyez, le taux de l'ITA est vraiment proche à 6,8%. On est vraiment dans les clous du marché. Et en 2022, du coup, c'était 5,2%. On sera très probablement sur 2024-2025, Lucas, tu confirmes, mais entre 7 et 9%. Donc peut-être que ça sera 8% cette année ou l'année prochaine, toujours à cause de l'inflation. Donc voilà. Peut-être maintenant pour matérialiser vraiment ce dont on parle et vous donner une visibilité sur ce qu'on a envie de financer, ce qu'on est en train de financer sur l'ITA. On voulait vous présenter du coup 2 entreprises qui sont en cours de collecte ou viennent tout juste d'être lancées sur l'ITA. Et je te laisse reprendre la main, Lucas, et présenter déjà premièrement CVE qui est en cours de collecte depuis quelques semaines maintenant. Yes, merci Meryl. Donc CVE, donc là les 2 entreprises qu'on va vous présenter, CVE et Life, je pense qu'on est tous chez l'ITA très très contents de pouvoir les proposer aujourd'hui parce que c'est vraiment dans leur domaine, 2 très belles entreprises assez leaders. Donc CVE, c'est un groupe français qui est un groupe donc qui fait partie des producteurs indépendants, qui existe maintenant depuis à peu près 15 ans et qui est un groupe de taille importante. Donc ils sont présents en France, au Chili, aux États-Unis, en Afrique du Sud et en Espagne. Ils ont à peu près 400 employés et ils ont 780 mégawatts en exploitation et en construction. Donc, pour vous donner une idée, on est vraiment sur le tier 1 des producteurs, donc les meilleurs, parmi les meilleurs producteurs d'énergie renouvelable français. Ce qu'on vous propose de financer aujourd'hui, c'est un portefeuille de 12 projets qui fait à peu près 44 mégawatts, avec un mix entre des projets qui sont des centrales solaires au sol, des panneaux photovoltaïques posés au sol et des panneaux photovoltaïques sur toiture. Tous ces projets rentrent dans le cadre de l'appel d'offres creux. C'est-à-dire qu'ils ont un contrat d'achat d'électricité avec EDF de 20 ans à un prix déjà défini. Donc il y a une visibilité sur les revenus qui est importante. Et normalement, donc ça permet de garantir des revenus stables pour le portefeuille. Et aujourd'hui, ces projets, en plus de ça, sont soit en opération, donc sont déjà en train de tourner, de produire l'électricité, soit en construction, donc ils approchent de la phase où ils vont générer et de l'électricité et du coup de l'argent. Donc on a une réduction du risque qui est assez importante. C'est pourquoi on vous propose aujourd'hui sur ce projet-là une obligation avec un taux d'intérêt de 7,5% payé annuellement et une maturité de 5 ans. La spécificité, pour un montant total de 2 millions d'euros, avec une spécificité, puisqu'on est dans le cadre des appels d'offres creux, c'est qu'une certaine poche de ces investissements est réservée au département d'Indre-et-Loire et au département du Gers ou des départements limitrophes.
Ça, c'était notre première opportunité à présenter aujourd'hui sur les énergies renouvelables. Peut-être que Lucas, je vais rebondir. On a deux questions qui se Ouais. regroupent et qui peuvent être illustrées par CVE. Est-ce qu'on va principalement financer des acteurs français? Peut-être est-ce que ces acteurs français, dans quel pays ils opèrent? Est-ce que c'est exclusivement réservé aux investisseurs français? Est-ce que les Belges, personnes morales, donc on a cette question-là qui est arrivée. Tu complètes ce que je dis, mais alors en gros, avec notre agrément qui est l'agrément PSFP, on est dans la capacité aujourd'hui de collecter dans l'intégralité des pays européens, puisqu'on a un agrément européen. Donc, il faut que les sièges sociaux des entreprises que l'on va financer soient dans ces pays-là. Donc, l'ITA, aujourd'hui, on est développé principalement dans deux pays. C'est la France et la Belgique. Sur la partie énergie renouvelable, on a cette volonté de vraiment proposer, et je pense que ça va être souvent le cas, des investissements dans des acteurs qui sont plutôt européens ou même mondiaux. On le voit avec CVE qui sont présents au Chili, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Espagne, c'est-à-dire qu'ils vont construire du coup des projets dans ces pays-là, même si le siège social de l'entreprise est en France. C'est voilà, par l'ampleur de ces projets-là, ça sera souvent proposé à la fois en France et en Belgique, parfois qu'en Belgique ou qu'en France, mais il y a quand même cette volonté que ce soit dans les deux pays et avec une vision européenne. Je ne sais pas si tu veux compléter Je dessus, pense mais que ce qu'on peut rajouter, c'est qu'il y a une vraie volonté de notre côté, effectivement, aussi de promouvoir les énergies renouvelables sur d'autres marchés et d'autres marchés qui sont très attractifs. Donc il y a la Belgique, il y a aussi l'Italie, l'Espagne et on ne s'arrête pas à ça, mais il y a vraiment une volonté. Il y aura une grande majorité qui seront des projets français, de par nos connaissances, de par le secteur en France qui est très développé, mais il y a effectivement une volonté d'avoir et à vous proposer des projets qui se retrouvent dans d'autres pays. peut-être pour compléter, justement les produits obligataires, donc avec des intérêts, comme là on peut vous le proposer sur CVE ou sur la plupart des investissements en énergie renouvelable, sont tout à fait adaptés à un investissement par une personne morale, puisqu'ils non soumis à un avantage fiscal quelconque. Donc vous avez autant d'intérêt en tant que personne physique ou personne morale à investir. C'est peut-être juste la taxation des intérêts qui sera différente, mais en tout cas, l'opportunité financière derrière reste similaire. Donc, on vous invitera en tant que personne morale à davantage investir en obligations qu'en actions. Après, ça dépend voilà, de chaque société, mais c'est tout à fait intéressant pour les personnes morales et notamment belges d'investir soit dans un projet français ou dans un projet belge, puisque l'intérêt financier est le même. Et peut-être dernier point pour finir sur la partie, on va dire, européenne. Effectivement, j'ai vu passer très rapidement la question. Donc effectivement, la présentation du secteur des énergies renouvelables était plutôt centralisée sur la France. Je pense qu'il est quand même important de noter qu'une grande partie de ce qui vous a été présenté aujourd'hui peut être appliqué aux autres pays. C'est-à-dire que la définition des énergies renouvelables, évidemment, est la même dans tous les pays. Les raisons d'investir dans les énergies renouvelables, notamment sur l'impact et sur la compétitivité en termes de coût de l'électricité, sont exactement les mêmes. Globalement, alors chaque pays a ses spécificités dans la construction de son marché, mais globalement, les acteurs, la typologie des acteurs est la même. Après, il y a quelques spécificités, par exemple l'importance du nucléaire en France que vous ne retrouverez pas en Italie ou en Espagne, etc. Mais globalement, ce qu'on vous a dit aujourd'hui sur les énergies renouvelables, je pense que ça, sur les marchés européens, vous donne quand même une bonne vision du fonctionnement d'un marché électrique et énergie renouvelable national. Merci Lucas. Et du coup, peut-être pour faire la transition avec le second projet qu'on va vous présenter, peut-être la différence entre les deux, c'est peut-être l'innovation technologique où CVE est plutôt déjà sur un marché bien installé. Avec Life, on a voulu vous présenter vraiment un projet d'innovation. Et on pourra répondre à une seconde question, enfin une autre question qui a été posée, qui sera en lien, mais je te laisse d'abord présenter Life. Je pense qu'on Ok. pourra l'aborder après. Très bien. Life, on parlait de l'Europe. C'est un bon exemple, Life, d'entreprises françaises, mais qui ont une vocation européenne, notamment parce que
projet qu'on vous présente aujourd'hui, donc c'est un financement de projet de 4 projets, dont un qui est en Allemagne. Donc si je reviens au début plutôt sur Life, donc là on est sur le secteur de l'hydrogène vert. Donc nous chez Lita, on a décidé de participer au financement de l'hydrogène vert et on le place dans la catégorie énergie renouvelable. Il est important de noter que c'est effectivement pas tout à fait les mêmes marchés, puisque l'hydrogène vert est un marché peut-être un peu plus en pionnier, un peu moins mature que le marché des énergies renouvelables, mais il y a un marché très important pour la décarbonation, notamment de l'industrie et potentiellement en partie de la mobilité. Donc Life, c'est un producteur d'hydrogène vert français créé en 2017, qui aujourd'hui compte 200 collaborateurs dans 8 pays différents en Europe, donc vraiment une vocation européenne, et qui est un des producteurs pionniers de l'hydrogène vert en France. À noter aussi que Life est une entreprise cotée, donc ce qui peut avoir, voilà, c'est une information importante à donner. Peut-être aussi revenir sur l'hydrogène vert pour bien expliquer ce que c'est. Aujourd'hui, on utilise déjà de l'hydrogène, notamment dans l'industrie, typiquement dans la sidérurgie, dans la production de verre ou autre. Et cet hydrogène est ce qu'on appelle de l'hydrogène gris, c'est-à-dire qu'il est produit à partir d'énergie fossile. Donc il est important, si on veut décarboner notre industrie, de remplacer cet hydrogène gris par de l'hydrogène vert qui émet, il me semble, environ 90% moins de CO2 que l'hydrogène gris. Donc l'hydrogène vert, sans faire une présentation très technique, l'idée c'est que l'on va prendre de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables et de l'eau, et on va produire de l'hydrogène vert avec la réaction entre l'électricité et l'eau qui s'appelle une électrolyse. Bref. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose ce qu'on est vraiment très heureux de vous proposer sur Lita, c'est le financement de 4 projets de Life. Life a déjà un projet d'hydrogène vert, une centrale de production d'hydrogène vert en opération qui ne fait pas partie de ce portefeuille. Et là, on parle de 4 autres projets. Un qui est déjà en opération et 2 qui sont en cours de 3 qui sont en cours de construction, dont un en Allemagne, dont la construction approche de la fin. En termes de business model, l'hydrogène vert, ça ressemble. Alors, il y a plusieurs types de business model dans l'hydrogène vert. Là, ce que propose Life, c'est vraiment de la production d'hydrogène vert sur des centrales qui sont, on va dire, décentralisées. Et ensuite, il y a un transport de cet hydrogène vert via conteneur sur les sites de consommation de l'hydrogène vert. Soit ce sont des sites industriels, soit ce sont des sites de mobilité. Et la petite différence aussi, c'est que ce sont des contrats. Aujourd'hui, la force de Life, c'est d'avoir déjà signé des contrats de vente d'hydrogène, qui sont des contrats peut-être un peu plus courts, entre 3 et 10 ans, que ce que l'on peut avoir sur la CRE à 20 ans. Et donc, ce produit financier, cette possibilité, en fait, pour la première fois pour des citoyens d'investir dans de l'hydrogène vert via investir directement dans des projets d'hydrogène vert via une obligation, c'est via un produit donc obligataire avec un taux d'intérêt de 8,5% et une maturité de 5 ans. Donc aujourd'hui, Life, pour financer ces projets, recherche un montant de 5 millions d'euros. Et on a ce financement a une particularité importante, c'est que Life va accorder une garantie à première demande à tous les obligataires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les projets sont, on va dire, localisés dans une holding, donc sous Life, une entreprise qui s'appelle Sparkle, qui est détenue à 100% par Life SA. Et donc la société mère Life SA garantit le paiement du principal et des intérêts si jamais il y a un problème au niveau de la holding Sparkle. Donc c'est un très bel investissement dans un secteur assez novateur. Ça a suscité l'hydrogène vert beaucoup de questions. Peut-être pour conclure le lien entre Life et CVE, c'est que pour nous, on pense que c'est vraiment des entreprises et des solutions qui font partie de la solution. Elles-mêmes, elles sont pas la solution à la résolution du réchauffement climatique, mais ensemble, elles sont vraiment complémentaires et apportent une solution globale. Et le GIEC est plutôt aligné à ce que tu disais plus tôt avec ça, c'est-à-dire que chacune de ces solutions font partie ensemble et imbriquées de la résolution de la solution globale. On va peut-être prendre la question qui a eu le plus de succès et qui est peut-être liée en tout cas à Life, mais aussi à CVE.
Une question de Constantin. Vu le progrès rapide des technologies éoliennes et solaires, n'y a-t-il pas un risque qu'un investissement aujourd'hui soit caduque, enfin, je vais peut-être traduire caduque demain à cause d'un nouvel acteur sur le marché ou avec une nouvelle technologie? Est-ce que tu arriverais à répondre à cette question ou en tout cas apporter une grille de lecture à ça où les choses Alors, effectivement évoluent très vite? les choses évoluent très vite. Oui et non. C'est-à-dire que les choses évoluent très vite au sens où les panneaux solaires coûtent beaucoup moins cher qu'avant, les éoliennes coûtent beaucoup moins cher qu'avant, les éoliennes ont un meilleur rendement, les panneaux solaires ont un meilleur rendement. Donc tout ça va dans le bon sens. Mais aujourd'hui, fondamentalement, les éoliennes n'ont pas complètement changé par rapport à avant. Elles sont plus grandes, plus efficaces, mais n'ont pas complètement changé. De plus, nous, on vous propose d'investir dans des producteurs d'énergie renouvelable. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui vont produire les panneaux solaires, ce n'est pas eux qui vont produire les éoliennes. Eux, ils vont se fournir auprès des meilleurs fabricants d'éoliennes ou de panneaux solaires. Donc, si jamais demain il y avait une éolienne révolutionnaire, si jamais demain il y avait un panneau solaire révolutionnaire, tous les producteurs ENR iraient vers ces entreprises pour se sourcer. C'est-à-dire que CVE, si on prend l'exemple de CVE ou autres producteurs d'énergie renouvelable, auraient aussi accès à cette technologie. Donc, ils ne seraient pas laissés de côté. Donc, aujourd'hui, moi, je ne vois pas de risque technologique où un acteur de production d'électricité renouvelable serait hors du coup parce qu'il n'aurait pas accès à une innovation technologique. Par ailleurs, je pense qu'il est aussi important de préciser qu'aujourd'hui, que ce soit CVE ou LIFE, on vous permet d'investir dans des projets. Donc, c'est-à-dire, alors il y aura d'autres types d'investissements qui seront dans des sociétés, mais aujourd'hui, les deux opportunités qu'on vous présente, ce sont des projets. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, une fois que le projet est construit et a déjà son équipement, a déjà ses contrats d'achat, soit d'électricité, soit d'hydrogène vert, le projet tourne de lui-même de manière, on va dire, assez indépendante. Donc, si jamais, c'est l'avantage d'investir dans les projets, si jamais la société au-dessus a un problème ou la société au-dessus n'a pas accès à la nouvelle technologie, la centrale en elle-même continuera de produire de l'électricité, continuera de vendre son électricité. Donc même si ces panneaux solaires n'étaient pas du dernier cri, son contrat continuerait de courir et elle continuera à gagner de l'argent. Merci Lucas. On a de plus en plus de questions. Je suis en train de voir si on les hiérarchise. Peut-être la suivante. Donc là, on passe à la partie questions-réponses, hein. Normalement, la présentation est finie et on voulait vraiment ce temps dédié d'échange. Alors, du coup, la prochaine question, est-ce qu'il existe des entreprises pour l'installation de capacités solaires sur des entrepôts, friches industrielles, parkings, dans le but de ne pas utiliser d'espace naturel pour du solaire? Et je pense plus largement, si tu veux commencer à répondre à cette question, mais on a eu un débat dans le chat sur l'utilisation des terres agricoles et versus des terres, pour des terres utilisées pour la construction de panneaux solaires ou d'éoliens notamment, ou d'autres installations, méthanisation, etc. Quelle est l'articulation? Est-ce qu'il y en a un qui cannibalise pas l'autre? Peut-être qu'on peut aller sur les études d'impact. Il y a déjà une première réponse de Vivien là-dessus. Mais si tu veux, commencer à répondre et Non, mais finir sur cette partie-là. je m'attendais à ce type de questions et je pense que c'est très bien qu'elle soit posée, d'autant plus qu'on entend un peu tout et n'importe quoi sur ce sujet. Donc, si je réponds directement à la question à dire précise sur les entreprises qui installent sur des entrepôts, friches industrielles, etc. Aujourd'hui, en fait, tous les producteurs d'énergie renouvelable vont, dans la mesure du possible, mettre des panneaux solaires sur ces entrepôts, sur ces friches industrielles, sur ces parkings. Tous les producteurs d'énergie renouvelable proposent au moins en partie des centrales sur toiture, sur ombrières ou sur en gros des terrains qu'on appelle déjà anthropisés, pour plusieurs raisons. Un, parce qu'il y a une vraie conscience écologique qu'il faut préserver au maximum les milieux naturels. Deux, parce que le process de développement d'une centrale sur toiture est beaucoup plus simple que le process de développement d'une centrale au sol. En gros, si je reviens vraiment au début, un projet d'énergie renouvelable, c'est en 3 phases. Il y a la phase de développement, la phase de construction, la phase d'exploitation. Donc, la phase de développement, on part on va dire d'une feuille blanche, on trouve un terrain et on essaie d'avoir toutes les autorisations.
Lorsqu'on a une centrale au sol, et ça va permettre de répondre en partie au reste des questions, lorsqu'on a une centrale au sol, on doit faire des études d'impact environnemental et des études d'impact sur la biodiversité qui sont très importantes. C'est un processus assez long et qui potentiellement va mettre en évidence des problèmes qui vont empêcher de faire la centrale au sol. Donc c'est pour ça que si on a du terrain sur des friches industrielles ou encore mieux sur des parkings, des toitures, le temps de développement est beaucoup plus rapide car on n'a pas tout ce process-là et on n'est pas face à ce risque environnemental. Donc oui, typiquement CVE, une partie du portefeuille qu'on vous propose est ce qu'on appelle en toiture. Donc ce sont des panneaux qui sont sur, par exemple, des entrepôts, sur des centres commerciaux ou des ombrières, donc sur des parkings. De manière plus générale sur c'est vraiment une excellente question et il y a beaucoup de débats sur, en gros, surface naturelle particulièrement et surface agricole versus production d'énergie. Je pense qu'il faut revenir, peut-être à un peu la genèse et au développement des énergies renouvelables en France. Comme tout secteur qui, à un moment, était en croissance, était un secteur nouveau, la législation n'était peut-être pas complètement adaptée au début et il y a pu avoir parfois des abus de la part de l'industrie d'énergie renouvelable sur l'utilisation de terres, soit de surface naturelle, soit vraiment de terres agricoles, pour pouvoir produire de l'énergie, alors que ça aurait pas dû être le cas. Aujourd'hui, les pouvoirs publics ont fait un gros travail sur le sujet et on ne peut pas faire n'importe quoi sur des terrains agricoles. Il y a les PLU, donc le plan local d'urbanisme, qui définissent bien à quoi servent chacune des terres. Et de même, je pense que si vous regardez un peu l'historique de la communication et l'historique de la politique des syndicats d'énergie renouvelable, aujourd'hui, ils ont complètement pris conscience de ces enjeux et ils sont très moteurs sur le respect des surfaces agricoles, du respect des surfaces naturelles. Ayant dit cela, il y a des solutions qui permettent en fait de dire, parce qu'il y avait effectivement un problème de foncier en France sur les énergies renouvelables, notamment le solaire prend de la place, donc il faut trouver des nouveaux terrains. Et donc l'idée aujourd'hui est de dire, est-ce qu'on ne peut pas utiliser parfois une surface agricole pour à la fois son but premier, c'est-à-dire produire de l'alimentation, on va dire de manière un peu schématique, et en même temps produire de l'énergie. C'est ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme. Donc l'agrivoltaïsme, c'est le fait de mettre des centrales solaires sur une surface agricole tout en respectant la production agricole de base. Il y a une loi qui est sortie cette année, en mars 2024, il y a un décret qui permet de vraiment cadrer cet agrivoltaïsme et il y a plusieurs critères à respecter pour l'agrivoltaïsme, notamment on ne doit pas réduire de plus de 10% la production agricole de la ferme si on installe une centrale solaire dessus. Donc, pour résumer toutes ces infos, je dirais qu'aujourd'hui, ces enjeux de terrain sont très bien pris en compte dans le développement des énergies renouvelables, avec beaucoup d'études d'impact environnemental, beaucoup d'études de biodiversité et l'abandon de certains projets lorsqu'ils ne sont pas bénéfiques, ou en tout cas lorsqu'ils mettent en danger la biodiversité ou ils pourraient polluer. Et deux, il y a un vrai respect des surfaces agricoles ou des surfaces naturelles pour développer le solaire, sachant que les besoins en surface, même s'ils sont importants, restent assez minimes si on regarde à l'échelle du territoire et l'échelle des surfaces ou agricoles ou naturelles du territoire. Quelle réponse complète. Ça a suscité plein J'espère que c'est pas trop long. d'échanges dans le chat. Non, mais c'est très bien et ça, en plus, c'est aligné avec ce qui est discuté dans le chat. On a des connaisseurs. Très bien. Juste une petite réponse à Fabien qui est plus de l'ordre technique. Vous pouvez effectivement créer un compte personne morale sur l'ITA. Il faudra créer un deuxième compte. En tout cas, c'est une adresse mail, un compte. Mais vous pourrez créer un nouveau compte via une nouvelle adresse mail. Prochaine question. Vous nous avez montré des statistiques de perte et de retard de paiement plutôt dans les projets ENR. Donc, ce qu'on rappelle, c'était autour de 0 à 2%. Qui ne sont pas du coup de notre fait, qui sont vraiment sur les financements existants, puisque nous on a 0% pour le moment. Les projets de production d'hydrogène rentrent-ils dans ces statistiques? Alors, tu me dis si je me trompe, Lucas, mais a priori c'est la première émission de financement participatif sur de l'hydrogène vert, ce qu'on est en train de faire avec Life. Donc, a priori, non. Oui, sauf erreur de ma part, c'est effectivement la première, donc on n'aura pas ce recul-là. Peut-être ce qui est important à noter, c'est que
c'est pas parce que c'est la première campagne de financement participatif que c'est le seul projet de financement participatif hydrogène vert que nous on a reçu et qu'on a analysé. Donc c'est pas, on n'a pas reçu de l'hydrogène vert, on s'est dit super, ça va être la première, on la met sans analyse. On en a reçu d'autres et aujourd'hui on considère que ce que l'on propose, c'est parmi ce qui se fait de mieux sur l'hydrogène vert, d'où le fait qu'elle soit lancée aujourd'hui. Top. Et du coup, il y a une question de Anne qui suit. Est-ce que la production d'hydrogène peut-elle être faite à partir d'eau grise? Et peut-être qu'on peut aller sur une autre question qui demande comment est produit l'électricité pour Life sur les projets qui ont déjà émergé. Alors, je suis désolé, Anne, je sais pas ce que l'on entend par eau grise. Peut-être que Donc, c'est l'hydrogène gris, là, enfin, ok, alors je vais juste je revenir sais peut-être pas. sur ça. Donc sur l'eau, Life va principalement sourcer aujourd'hui son eau à partir de l'eau de mer et va la désaliniser. Je ne saurais pas vous en dire beaucoup plus sur le process technique derrière. Sur peut-être revenir pour pas qu'il y ait de confusion sur l'hydrogène vert et l'hydrogène gris. Donc l'hydrogène gris, c'est de l'hydrogène qui existe, enfin qui est en fait aujourd'hui très majoritairement utilisé en France et dans le monde. C'est de l'hydrogène qui est produit à partir d'énergies fossiles. Et c'est en comparaison de ce qu'on appelle l'hydrogène vert, donc qui est produit à partir d'électricité verte. Donc Je crois que la question, ça a été spécifié. C'est utiliser les eaux grises, mais je crois que dans le procédé, Life, par exemple, nettoie l'eau et la rend la plus pure possible pour que l'électrolyse fonctionne le mieux. C'est ça. Exactement. Donc il y a une étape de désalinisation et ensuite il y a une étape de, on va dire, purification au maximum de l'eau afin de produire l'hydrogène. Donc l'eau de Life vient de la mer directement, puisque L'eau de live le projet est directement à côté de la mer. sur un des projets est directement à côté de la mer, donc l'eau vient principalement de la mer, oui. Et donc du coup, via aussi l'électricité, elle est produite via des éoliennes qui sont en mer, qui sont proches du projet. Alors, sur les éoliennes sont pas forcément en mer. Life essaye Ok. effectivement d'avoir des éoliennes en mer. En gros, Life aujourd'hui ne va pas produire lui-même l'électricité. Life va se sourcer auprès de producteurs d'électricité renouvelable, donc des contrats d'achat d'électricité, qui permettent de garantir, avec des garanties d'origine, que son électricité est bien une électricité d'origine renouvelable. Très clair. On a une question sur la méthanisation. Dans quelle catégorie se trouvent les projets de méthanisation? Qu'en pensez-vous? Je pense qu'on en a un petit peu parlé. Donc les projets de méthanisation, on en a déjà proposé par exemple avec Trion, si je dis pas de bêtises. C'est ça. On considère effectivement que la méthanisation, c'est de l'énergie renouvelable, en tout cas dans notre classification LITA, avec et c'est en fait la partie biogaz. Donc on range dans le biogaz, on n'en a pas forcément beaucoup parlé aujourd'hui, mais ça fait vraiment partie des projets que l'on souhaite développer. On en regarde actuellement, on en a regardé avant et on espère en avoir bientôt sur la plateforme. Et la spécificité de Trion, c'est que c'était des petites unités de méthanisation qui, en tout cas, nous apportaient plutôt satisfaction sur la solution apportée et sur les risques notamment de ce type d'installation. Prochaine question. Donc ça, on en a parlé. L'origine de l'électricité pour Life. Il y a une question de Philippe, c'est quid en cas de changement de politique gouvernementale? Peut-être que c'est lié à la question du contrat creux, des contrats creux. Oui, effectivement, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs façons d'y répondre. La première, c'est que, aujourd'hui, donc il y a des contrats qui ont 15 ans ou 20 ans et il y a eu effectivement des changements de politique depuis quelques années et ces contrats n'ont pas bougé. Donc à partir du moment où le contrat est signé, il est difficile et il est onéreux de, casser le contrat et donc on peut considérer que, par exemple, les centrales de CVE qui ont déjà signé un contrat, ont un risque assez faible de se voir remettre en cause ce contrat, s'il y a un changement de politique gouvernementale. C'est déjà arrivé qu'il y ait des contrats qui soient remis en cause, notamment parce que c'était des très vieux contrats qui étaient à un prix d'électricité datant d'une époque où le solaire était très cher et donc 10 ou 15 ans après, l'État est arrivé et a demandé à renégocier les contrats. Ce qu'il est important de noter, c'est que ça a concerné très, très peu d'acteurs et que la renégociation des contrats n'a pas mis en difficulté économique ces acteurs. L'État n'a aucun intérêt aujourd'hui à venir voir des producteurs d'énergie renouvelable et à les mettre, sous grosse pression financière pour renégocier les contrats.
La deuxième réponse à apporter, c'est selon les changements politiques, est-ce que les énergies renouvelables pourraient être mises en péril? Alors l'idée n'est pas du tout de rentrer dans un débat politique ou de comparer les différents programmes politiques, mais aujourd'hui, à l'exception d'un parti politique, tous les acteurs sont à peu près d'accord sur l'importance du développement des énergies renouvelables. Il y a même, on va dire, à peu près un consensus, pareil, à l'exception d'un parti, il y a un consensus sur le solaire. Il y a peut-être un peu plus de débat sur l'éolien et sur la façon dont on implémente l'éolien en France. Mais globalement, tous les partis aujourd'hui sont d'accord sur le fait que le déploiement des énergies renouvelables est bénéfique pour, d'un point de vue économique, d'un point de vue écologique, d'un point de vue aussi de l'industrie française. Ça crée des emplois. Et on n'en a pas parlé, mais aussi de la souveraineté énergétique, puisque développer des énergies renouvelables, c'est importer moins d'énergie fossile comme le gaz ou le pétrole. Donc aujourd'hui, le risque politique n'est pas complètement nul, mais je pense pas que ça soit le risque principal. Alors peut-être qu'il y a quand même un ou deux parties sur l'éolien, peut-être, qui ont plutôt ciblé l'éolien. Mais pas forcément les autres. Et je crois que le consensus est sur l'hydraulique. Là, je crois qu'il y a un consensus global. Oui. Donc voilà. Alors, il y a une question où a priori, tu es peut-être bien placé, ou peut-être que ça fait longtemps que tu les as quittés, mais vu les évolutions positives des énergies renouvelables et des taux importants, comment expliquez-vous que Voltalia, que vous connaissez bien, des actions en chute libre depuis des années? Alors, c'est une excellente question. Peut-être qu'on va distinguer le marché coté et le marché non coté aussi sur Oui, les fluctuations. je pense qu'il faut faire attention au côté, parce que le côté, alors déjà, c'est une entreprise, c'est pas toutes les entreprises. Mais je vais répondre de plusieurs manières, sans faire non plus une note d'analyse sur Voltalia, parce que c'est pas du tout mon rôle et je connais pas non plus. J'ai effectivement quitté Voltalia il y a pas mal de temps, donc je connais pas non plus l'entreprise par cœur. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu effectivement sur le marché boursier, donc marché coté des énergies renouvelables, au moment notamment de la crise du Covid, il y a eu une bulle sur ce marché. Donc ça, en gros, les entreprises d'énergie renouvelable ont vu leur valorisation s'envoler. Toutes, il y a vraiment eu un mouvement de fond avec une valorisation qui s'envolait. Et en fait, elles sont revenues post-bulle. Forcément, les actions ont chuté. Deuxièmement, Voltalia a des spécificités qui expliquent pourquoi l'action est moins cotée que sur d'autres groupes. Ça peut être une exposition géographique, par exemple, Voltalia est très présent dans certains pays qui font peur aux investisseurs ou dont les situations macroéconomiques sont plus compliquées. Je pense au Brésil, où il y a plein d'autres hypothèses, il y a plein d'autres explications liées à Voltalia, une fois de plus, sans rentrer dans une critique ou non du business model de Voltalia, qui explique pourquoi cette entreprise aujourd'hui est plus en difficulté sur les énergies renouvelables, sans toutefois que ça remette en cause le secteur des énergies renouvelables. Par exemple, si on regarde sur le marché du non coté, ou même sur le marché du coté, il y a des grosses opérations d'acquisition, de fusion qui ont lieu à des prix très très élevés. Neoen, par exemple, cette année, donc un producteur d'énergie renouvelable français qui a été racheté extrêmement cher par un fonds d'investissement. Je dis extrêmement cher, je n'ai pas dit trop cher ou pas assez cher. Hein. Mon point n'est pas de juger l'acquisition, mais en tout cas à des hauts niveaux de valorisation qui montrent que c'est un secteur qui reste, qui est peut-être même plus que jamais attractif et qui attire des acteurs assez différents. Top. Je vois qu'on a quand même pas mal de gens qui commencent à se déconnecter, même si vous êtes encore nombreux. Je pense qu'on peut peut-être prendre encore 2 ou 3 questions maximum. Il y en a une que je vais traiter, il y en a 2 que je vais regrouper qui se rejoignent du coup. Juste une question de Vivien qui demande est-ce qu'on a d'autres projets de financer, enfin, on a un projet de financer d'autres producteurs d'énergie renouvelable autres que ceux dont on a parlé. Oui, du coup, c'est le but, c'est qu'on en finance plusieurs, mais peut-être que le point important et pourquoi notamment on a commencé par CVE et on propose aussi Live, c'est que CVE est aujourd'hui un acteur qui est reconnu avec un historique aussi, et donc c'est une volonté de vous proposer des acteurs sérieux qui offrent en tout cas des garanties sur le marché
marché. Et peut-être que je te laisserai compléter, Lucas, mais en tout cas, il y en aura d'autres, effectivement. J'espère qu'il y en aura d'autres. Ouais. Oui, oui, c'est l'objectif, hein. Comme disait Meryl en début de présentation, on a eu jusqu'ici plutôt des investissements qui étaient de très beaux investissements, mais des investissements opportunistiques. Donc, on a vu une opportunité passer, on a voulu, on y allait. Aujourd'hui, on espère pouvoir systématiser ces investissements. CVE et Life sont le début et on espère pouvoir, dès le début de l'année prochaine, vous proposer d'autres investissements dans les énergies renouvelables et en plus, si possible, avec un peu de diversification. Peut-être, et même pour conclure, après, il y a des questions assez spécifiques, mais vous pourrez nous les poser peut-être en direct. Mais ce qui revient, c'est la partie risque. C'est quoi, du coup, le risque de ce type d'investissement? Et je pense que chaque projet n'a pas forcément un risque équivalent aussi, ça, il faut le noter, mais peut-être en tout cas pour les projets creux et des projets plus innovation, les risques seront différents. Si tu veux en tout cas commencer à les aborder ici. Il y a notamment Pascal qui demande si notre calcul de risque tient en compte des changements climatiques, de l'inflation, etc. Alors, le premier point, c'est quels sont les risques? Sur un portefeuille comme le portefeuille, énergie renouvelable de CVE, puisqu'on est sur des projets qui sont déjà très avancés, qui sont en construction ou en exploitation, le risque, c'est un risque on va dire d'ensoleillement. Donc si jamais il n'y avait plus assez si jamais il y avait une production d'électricité qui était moins forte, il pourrait y avoir des variations de revenus puisqu'on produit moins d'électricité. Toutefois, dans l'analyse financière que l'on fait et que les banques font, on prend en compte plusieurs scénarios d'ensoleillement pour voir à quel niveau, en gros, où est notre point mort. Est-ce que si on a tant de niveaux d'ensoleillement, on est toujours rentable, tant de niveaux d'ensoleillement, toujours rentable, etc. Et ensuite, il y a un risque d'exploitation. On n'est pas à l'abri, ça arrive très rarement, mais on n'est pas à l'abri qu'une centrale prenne feu. Il peut y avoir un problème technique. L'avantage chez CVE, par exemple, c'est que c'est un portefeuille de projets. Donc, si jamais un des projets avait un problème, il y a encore 12 ou 13 projets par ailleurs qui continueraient de tourner. Donc, mis à part les risques, on va dire de production d'électricité et les risques opérationnels, on va dire qui peuvent arriver d'accidents, de panne de matériel, qui sont en plus de ça, à mon avis, mitigés par d'autres facteurs. Voilà, c'est à peu près ça les risques. Ce qu'on pourra proposer plus tard, on n'en a pas aujourd'hui, mais ce qu'on pourra proposer plus tard, c'est de financer des projets qui sont moins avancés, donc plutôt des projets qui sont en développement. C'est-à-dire qui n'ont pas commencé la construction, qui sont en phase avant construction. Et donc là, il y a un risque dans le développement. Il y a ce qu'on appelle dans les énergies renouvelables le risque de développement, qui est le risque le plus important. C'est que durant la phase de développement, on se rend compte qu'un projet n'est finalement pas faisable, soit parce qu'il y a eu un problème environnemental, un problème de biodiversité, soit parce qu'on a un problème de raccordement au réseau national, soit parce qu'en fait le projet est moins rentable que prévu. Et donc là, il y a un risque qu'en fait le projet ne se fasse pas. Donc là, le risque est plus important. Toutefois, on ne va jamais vous proposer un financement sur un projet en développement. On vous proposera un portefeuille de projets en développement qui permettra en gros de réduire les risques parce que si un projet ne se fait pas à un tel endroit, puisque dans ce portefeuille, il y aura 10 autres projets, normalement, il y en aura peut-être 7 autres ou 6 autres qui se feront. Voilà. Alors, pour revenir sur la question spécifique des changements climatiques et ceux de l'inflation, EDF. Alors, les contrats d'achat d'électricité, je commence par l'inflation. Les contrats d'achat d'électricité d'EDF ne sont pas complètement indexés sur l'inflation, mais il y a une petite inflation qui est prise en compte. En gros, pour schématiser, si l'inflation est à 2%, le prix de l'électricité vendu par EDF est à 0,4% à peu près. Donc il y a déjà ça qui est pris en compte. Deuxièmement, en fait, on fait un modèle financier. Donc dans le modèle financier, on prend en compte l'inflation des coûts avec une inflation moindre des revenus et on voit si cela fonctionne. Donc c'est pris en compte. Sachant que il faut aussi avoir en tête que sur du financement de projet, donc sur une centrale, les coûts d'une centrale, les coûts en opération d'une centrale sont relativement faibles. En gros, on a une marge revenu-coût qui est de 75%. Donc en fait, les coûts ne représentent que environ 25% des revenus. Et donc les principaux coûts sont pas des coûts opérationnels, sont les coûts financiers, c'est-à-dire rembourser l'emprunt, rembourser la dette. Et ça, la dette, les taux d'intérêt, une fois que le contrat est défini, les taux d'intérêt, normalement, ce sont des taux d'intérêt qui sont fixés. En tout cas, il y a une couverture qui permet de fixer le taux d'intérêt. Donc l'inflation ne rentre pas en compte. Sur les changements climatiques. Alors,
l'impact est pas, il y a encore en question sur quel va être l'impact des changements climatiques sur la production d'électricité d'une centrale. Sur l'hydro, il est évident qu'un réchauffement climatique, au moins sur certaines centrales hydro, va entraîner un abaissement de la ressource en eau, donc moins de production. Ça sera pris en compte. Sur le solaire et l'éolien, honnêtement, ça dépend vraiment de où sont prises les centrales. Ce qui est sûr, c'est qu'on fait des analyses financières sur plusieurs niveaux d'ensoleillement ou plusieurs niveaux de vent. Et donc, on va avoir différents scénarios et on vérifie qu'un scénario un peu crash test sans être un scénario impossible, par exemple, dire qu'il n'y aura pas de soleil dans une année, ça n'existe pas. Mais on fait des scénarios financiers sur des scénarios crash test qui nous permettent de vérifier que même si la production d'électricité est moins importante que ce qui était prévu, on peut quand même rembourser l'obligation. On est quand même sur une centrale qui est rentable. Et peut-être que pour compléter ce que vient de dire Lucas, on est en train d'intégrer une matrice des risques dans les dossiers d'investissement pour vous donner une grille de lecture. Donc nous, on ne met pas de notation sur les risques des différentes opportunités parce que du coup, on veut pas inciter et de se dire que si on met une note basse et qu'il y a un défaut, bah en fait, voilà, il peut avoir un risque limité, mais finalement avoir un défaut sur une entreprise, etc. Donc ça incite pas forcément dans le bon sens. Mais par contre, ce qu'on a envie, c'est de vous aider à vous y retrouver dans les différents risques des entreprises avec une notation par risque qui vous apporte quand même une grille de lecture. Donc effectivement, tous les projets d'énergie renouvelable n'auront pas le même risque et à nous de bien vous les présenter pour que vous puissiez les distinguer et respecter aussi votre appétence au risque et les profils de chacun. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter dans le dossier d'investissement la partie risque et bientôt du coup cette échelle de risque et cette future notation qui vous apportera une grille de lecture intéressante pour vous. Et puis après, voilà, il y a toute l'équipe de l'ITA qui est disponible, en tout cas les experts qui peuvent vous orienter sur la hiérarchisation des risques pour que ça corresponde en tout cas à chacun à vos profils. Peut-être une autre question, on avait dit la dernière, mais il y en a une de Claudine où je peux répondre très brièvement. Y a-t-il des entreprises qui s'occupent des panneaux solaires vétustes? Typiquement, on a financé Enerpact qui aide les agriculteurs dans la maintenance de leurs centrales solaires sur les toits notamment de leurs bâtiments parce que justement étaient vétustes, etc. Donc ils les accompagnent là-dessus. Donc a priori ça existe et je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. Je pense que tu en connais peut-être plusieurs, Lucas, mais Oui, ce qui est important de dire sur ces panneaux solaires vétustes, c'est aussi qu'aujourd'hui, les panneaux solaires, tout comme les éoliennes, se recyclent extrêmement bien. Donc, on est à un taux de recyclage de 95%. Donc, ça, alors, évidemment, produire plus va créer plus de déchets, mais on est aujourd'hui sur quand même des produits qui se recyclent très, très bien. On a Nicolas qui demande une réponse. Alors, j'ai répondu à celle-ci déjà, mais peut-être est-ce que tu pourrais dire quelque chose sur la fin de, je sais pas comment on le prononce, de L'Arenh. l'AREN Ouais. sur le nucléaire du coup. Alors, ouais. Donc l'Arenh, pour ceux, alors je suis pas expert du sujet, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mécanisme de prix qui permet aux fournisseurs d'électricité, d'avoir accès à l'électricité produite par les centrales nucléaires d'EDF à un tarif déjà défini. En gros, pendant très longtemps, puisque et ça c'est arrivé au moment, je vais peut-être pas faire toute l'histoire, mais pendant très longtemps, le marché de l'électricité n'était pas privatisé en France, donc c'était EDF qui gérait tout. Donc là, il n'y avait pas trop de, c'était, on va dire, une tambouille interne de manière pas du tout péjorative, mais c'était une tambouille interne et c'était EDF qui gérait tout. Ensuite, il y a eu la privatisation du marché de l'électricité. Sauf qu'il s'avère que la part principale de la production d'électricité vient des centrales nucléaires. Donc c'est EDF qui avait pas un monopole, mais qui avait une part importante. Donc les fournisseurs d'électricité ont demandé à avoir accès à cette électricité à un prix juste pour pas subir des prix complètement délirants. Et en même temps, il fallait qu'EDF se rémunère. Donc pendant très longtemps, le prix a été défini à 42 € du mégawattheure. Et aujourd'hui, au vu de l'augmentation des coûts, le prix a été, alors je ne sais pas s'il a déjà été défini, mais il est à peu près sur 70 € du mégawattheure. Il y a toujours un débat sur la fin de l'Arenh ou pas. Aujourd'hui, l'Arenh, en fait, elle concerne, c'est ce que je vous disais sur les deux parties du monde des énergies renouvelables, elle concerne les fournisseurs d'électricité renouvelable. Donc les personnes qui vont, soit vous êtes chez EDF, soit vous êtes
autre fournisseur, par exemple un fournisseur indépendant, votre fournisseur indépendant, il va aller voir EDF pour acheter de l'électricité à un prix ARENH. Si jamais il y a eu une modification de l'ARENH ou la fin de l'ARENH, cela ne concerne pas les producteurs, parce que les producteurs, ils vendent l'électricité à EDF et à d'autres acteurs. Donc aujourd'hui, je ne dis pas que la fin de l'ARENH n'aurait pas d'incidence sur le secteur de la production d'énergie, mais c'est pas le secteur qui est concerné en premier lieu. Donc je ne vois pas sur la fin de l'ARENH une catastrophe, quelque chose de très bénéfique dans les deux sens sur la production d'électricité. Juste, je voyais Meryl, la question de Jean-Pierre sur les surfaces solaires. J'allais y venir, ouais. Ah ouais, Peut-être ouais, qu'on peut d'accord. finir par ça en disant l'éternel débat éolien, solaire. Voilà, alors c'est une très bonne question sur alors, toutes les énergies, et quand je dis toutes les énergies, c'est y compris le nucléaire, y compris le gaz, et cetera, ont leurs avantages et ont leurs inconvénients. Certaines ont plus d'avantages que d'inconvénients, ou de très gros inconvénients et des petits avantages, mais toutes les énergies ont leurs plus et leurs moins. Là, Jean-Pierre, vous en avez mis une en évidence, qui est effectivement le solaire prend beaucoup plus de place que l'éolien. Toutefois, avant de comparer solaire et éolien, je voudrais revenir sur cette histoire de surface pour le solaire. Pour un peu, parce que ça demande des surfaces importantes, mais il faut un peu remettre ça en perspective. Aujourd'hui, les scénarios de l'ADEME sur le développement du solaire, selon quel scénario on prend, on serait entre 60 à 2050, pour être en neutre en carbone, on serait entre 75 000 et 125 000 hectares de surface solaire, enfin de surface utilisée pour le sol. C'est 1 à 2% des surfaces naturelles et 0,1 à 0,2% du territoire français. Donc tout ça pour vous dire que la France ne serait pas recouverte de panneaux solaires quoi qu'il arrive. Et en plus, quand je prends ces 75 000 à 125 000 hectares de panneaux solaires, une partie, ça sera de l'agrivoltaïsme, donc c'est-à-dire en coopération avec les agriculteurs, une autre partie sur des sites pollués qui ne sont pas utilisés, etc. Premier point. Deuxième point, alors effectivement, les éoliennes, ça a un avantage, c'est que ça prend moins de place. Le problème des éoliennes, c'est que on peut pas en mettre partout, ne serait-ce que parce qu'on peut pas en mettre proche, on peut pas en mettre sur les couloirs aériens. On peut pas en mettre proche des bases militaires qui ont des radars. On peut pas en mettre sur des points de vue patrimoine historique. Donc, si vous avez une très belle et belle église, on ne pourra pas mettre une éolienne derrière. On doit mettre les éoliennes à plus de 500 mètres d'habitation, à plus de 500 mètres des habitations. On doit mettre des éoliennes où il y a du vent. Donc, en fait, quand on regarde une carte de France, il y a déjà beaucoup moins d'espace pour mettre des éoliennes. Et ça, c'est sans compter la problématique de l'acceptation locale, où certains citoyens ne veulent pas avoir des éoliennes près de chez eux. Donc, on va dire que, et en plus de ça, il y a toujours les problématiques de biodiversité qui peuvent intervenir. Donc, on va dire que l'avantage du fait que les éoliennes prennent moins de place que le solaire est compensé par d'autres facteurs. Donc, c'est pour ça que la solution, elle n'est pas monotechnologie, et ça dépasse les énergies renouvelables. On va pas mettre que des panneaux solaires, ou que des éoliennes, ou que du nucléaire, ou que du biogaz, ou que de l'hydrogène vert. La solution, c'est un mix énergétique équilibré à base, par contre, d'énergies qui sont à la fois compétitives économiquement et surtout qui sont le plus neutre en carbone possible, enfin, le plus faible en émissions de carbone possible. Merci beaucoup, Lucas. Je pense qu'on va conclure, et peut-être sur la conclusion, on avait une question de Quentin sur n'est-il pas mieux ou plus éthique d'investir dans une coopérative comme Enercop ou Énergie Partagée. Alors, c'est deux coopératives qu'on a financées. Et là, c'est une question plus économique, de quel modèle on veut en termes d'organisation. Si on soutient plutôt un modèle SAS entreprise avec un partage de la valeur qui est d'une certaine manière, est-ce qu'on préfère le modèle associatif, est-ce qu'on préfère le modèle coopératif? Ça, c'est une autre question encore, mais en tout cas, chez Lita, on est très engagé dans le financement des coopératives qui peinent davantage à trouver du financement que d'autres acteurs, parce que la rentabilité est différente, etc. Donc ça fait vraiment partie, en tout cas, de l'ADN de l'ITA de soutenir ces coopératives. Et Enercop est l'un des pionniers aussi finalement du financement participatif. Ils ont dès le début fait appel public à l'épargne pour financer directement leur activité. Donc c'est vraiment dans leur ADN.
Et c'est aussi un modèle que nous, on a envie de défendre. Et si d'autres opportunités dans le secteur se présentent, on les étudiera avec attention, ça c'est sûr. C'est bon pour toi, Lucas? On C'est dit au bon pour revoir à moi. tout le monde. Merci à tous Bah, pour votre écoute. merci, il y a eu des Je sais courageux pas qui si sont c'est restés clair. jusqu'au bout. Ouais. Merci à tous et bien évidemment le replay sera disponible juste après la fin de ce live dès que j'appuierai sur le bouton. Et puis à bientôt peut-être pour une autre masterclass ou sur CVE et Life qui sont sur l'ITA si vous voulez aller y jeter un œil. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Et peut-être avant de conclure, je vais vous envoyer les liens de Life et de CVE. Comme ça, vous pourrez directement aller dessus. Là, il y a CVE et je vous envoie le lien pour aller sur Life. Et puis après, j'éteins et je vous laisse déjeuner. Et voilà. Bonne journée à tous.